nous allons voir en quoi maintenant le DRH est le point de départ de cette transformation digitale. Donc je vais me tourner vers Nicolas Rolland pour qu'il m'explique comment et pourquoi, selon lui, la fonction RH doit s'impliquer pour accompagner ces transformations. Le rôle clé en fait, de la fonction RH est mené par finalement cette logique de digitalisation et comme on disait tout à l'heure, par le fait que le digital est avant tout à la fois un impact sur les métiers et sur les rôles dans l'entreprise, qui sous-entend sur le capital humain en premier lieu. Et donc du coup, ça nécessite que on s'interroge dans un premier temps sur quels sont les impacts que ça va avoir sur nos métiers et sur les compétences en fait en termes d'individus. Et ça sous-entend aussi que la fonction RH doit adopter une posture différente. Et c'est là-dessus où en fait on peut commencer la discussion et regarder justement qu'est-ce que la digitalisation amène en termes de posture. Ce qu'on disait tout à l'heure, son rôle, qui est un rôle d'accompagnement d'une manière, à l'origine, d'une manière assez simple, devient aujourd'hui un rôle beaucoup plus d'anticipation. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on doit être capable de regarder en fonction des différents métiers, en fonction des différentes intentions stratégiques, parce qu'il ne faut pas découpler, et ça je suis 100% d'accord avec vous, l'intention stratégique qu'a un dirigeant d'une entreprise et son ambition en termes de services, en termes d'achat, en termes de croissance, en termes de développement d'une manière globale, et finalement l'évolution des métiers. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, on est corrélés et on a besoin de s'assurer, et c'est pour ça qu'on a besoin de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs est informé. Et là, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire nécessite une diffusion maximale de l'information, et notamment en lui donnant du sens. Moi, je suis assez partisan de cette logique où on a besoin de donner du sens à de l'information, parce qu'aujourd'hui, on est assommé d'informations, même trop, hein, comme vous disiez, ça va même très vite, et on a besoin d'expliquer et de donner du sens à l'ensemble de ces actions. Et ça, c'est un rôle de coordinateur de cette information et de cette mise à disposition de l'information que la RH doit prendre. C'est une posture un peu différente, c'est-à-dire d'être beaucoup plus proche de la compréhension des évolutions de l'entreprise, et je rejoins alors, encore plus ce que vous disiez, quand vous disiez il y a un niveau à quel niveau doivent être les ressources humaines. C'est évident que les directions des ressources humaines doivent être plus proches finalement de cette compréhension des évolutions de l'entreprise et de leur entreprise pour pouvoir en donner du sens derrière. Après, on a une évolution importante, encore une fois, qui est beaucoup plus proche, c'est pas de la formation en termes de compétences, mais qui est de l'éducation d'une manière globale. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des générations qui arrivent et des multiples générations qui vivent ensemble dans les entreprises. Certaines générations ont des habitudes qui ont été prises, d'autres sont des nouveaux usages, et on a un besoin de faire en sorte que, non pas de les opposer, je crois vraiment qu'on n'a pas à avoir une opposition en termes de génération, mais beaucoup plus à essayer, et ça c'est un des rôles de la RH, de créer les conditions pour que ces multiples générations arrivent à travailler ensemble. Et arrivent à travailler ensemble, ça sous-entend qu'on crée les conditions pour que chacun puisse s'épanouir et se développer au mieux, que les seniors puissent transmettre leur savoir et leur expérience, tout comme les jeunes puissent, et c'est l'exemple du reverse mentoring, expliquer, hein, ils ont grandi avec des usages différents, ils ont des outils, des appareils qu'on peut appeler des smartphones au bout des doigts, hein, ils sont quasiment grandis avec, et on a besoin de faire en sorte que les usages qu'ils utilisent au quotidien, qu'ils consomment en quelque sorte au quotidien, ils puissent les expliquer pour arriver à faire comprendre non pas la technologie en soi, mais le pourquoi ils l'utilisent eux aussi. Et ça, c'est des démarches qui sont de plus en plus fréquentes, c'est-à-dire de connexion, on est vraiment dans la connexion des individus et la connexion des générations entre elles, de façon à ce qu'on puisse faire passer ces différents messages. Et c'est un des rôles clés de la RH aujourd'hui, de justement créer ces conditions pour que cette éducation et cette anticipation des différents usages soient transmis au maximum. Après, on peut revenir dans une fonction beaucoup plus classique de la RH, hein, une attente assez traditionnelle de la RH, qui est de faire monter en compétence les gens sur les nouvelles fonctions, sur les nouveaux rôles, sur ces nouvelles compétences. Ça nécessite bien entendu qu'on soit capable d'anticiper ces compétences-là, hein, parce qu'aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs de la fonction formation dans la RH, en quelque sorte, c'est d'être sûr de former des gens sur des compétences qui vont ne pas être obsolètes à la fin du processus de formation. C'est-à-dire, si vous commencez en année N à former des gens, il faut qu'en N+1, ces compétences-là, elles soient au minimum un peu viables, parce que sous-entend que vous avez été capable d'anticiper vers quoi elles allaient tendre. Si tant est que ça soit possible, bien entendu. Mais
il est important de bien comprendre cette notion-là d'anticipation des compétences et de former sur ces anticipations. Et pour ce faire, je laisserai après la parole à mes collègues pour qu'on puisse échanger dessus, mais pour ce faire, il faut aussi que la fonction RH se transforme elle-même. Et ça, c'est un des gros challenges qui concerne les fonctions RH aujourd'hui. C'est-à-dire qu'accompagner les transformations demande effectivement une posture, une attitude et consomme entre guillemets beaucoup de temps. Et donc, mais d'un autre côté, il faut que pour pouvoir arriver à amener cette nouvelle intention et ces nouvelles ambitions à bien, il faut qu'elles-mêmes se transforment et qu'elles prennent en compte les différents impacts du digital sur la fonction elle-même. On a des différents métiers ou des différentes activités de la fonction. Je pense au recrutement. Hein. Il y a encore, je sais pas, une dizaine d'années, pour recruter des jeunes, vous alliez avec des kakémonos et des brochures sur des campus universitaires à vendre votre entreprise et à proposer votre employeur, votre proposition de valeur vis-à-vis des candidats. Aujourd'hui, vous managez des communauté sur Facebook où vous mettez en avant les différentes activités, vos différents métiers. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi une proximité beaucoup plus forte avec des candidats, mais ça nécessite des compétences nouvelles qu'on ne maîtrise pas nécessairement. La formation, on en parlait, la formation aujourd'hui devient de plus en plus digitale. Hein. On a maîtrisé ces nouveaux MOOC, ces nouveaux modèles de formation, tout comme aujourd'hui on peut arriver aussi à travailler sur l'évolution des carrières, sur cette formation, sur cet accompagnement. Donc tout ça, sur toutes ces compétences nouvelles que la RH doit maîtriser demain matin, est nécessaire pour accompagner cette transformation. Comment faire en sorte qu'il y ait une réelle prise de conscience auprès de la sphère RH? Parce qu'on voit bien la dernière étude et enquête de la NDRH montre qu'ils ne prennent pas encore, ils n'investissent pas encore des champs comme tout ce qui concerne les CRH, la marque employeur, tous ces nouveaux thèmes émergents sur lesquels il faut porter une attention particulière aujourd'hui. J'entends plusieurs choses. Déjà, sur l'évolution de la fonction RH déjà en tant que telle, dans tout ce que vient de dire Nicolas, dans tout ce que j'ai entendu dans les propos de Carole, globalement, il y a déjà le marketing RH, qui est une fonction clairement qui apparaît naturellement et qui aujourd'hui est sous-employée. Et c'est ce que tu aussi viens de citer. Globalement, ça veut dire diffuser aux collaborateurs évidemment ce qu'on fait, comment on le fait et le marketer suffisamment pour que tout ça se rapproche d'une marque employeur qui ne sera que, entre guillemets, plus socialement responsable. Donc ça, je pense que c'est un des points importants. Ça fait partie aussi d'une évolution de la fonction RH. Ça fait donc automatiquement partie de la DRH et donc de ses compétences aussi, c'est-à-dire qu'elle doit intégrer le fait que un sujet comme ça qui est apparent, émergent, même s'il a toujours existé, mais pas suffisamment été fait, doit être aujourd'hui peut-être plus primordial et doit peut-être aller jusqu'à toucher la marque employeur, évidemment. De l'autre côté, pour revenir à la fonction, à la responsabilité du DRH dans tout ça, enfin, aujourd'hui, je me bats personnellement pour que le DRH, aujourd'hui, en effet, se retrouve au COMEX et au COMEX avec des éléments suffisants pour défendre ses positions. Je reviens sur la notion de retour sur investissement, qui pour moi est primordiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de prise de conscience, il faut s'assurer qu'un COMEX puisse entendre que chaque action que vous allez réaliser va bien dans le sens de l'entreprise et bien dans le sens de la vision. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont factuelles. Un directeur financier, il est capable de juger, de jauger des choses parce qu'elles sont économiques et que côté économique, on est peut-être un peu mieux outillé. Côté RH, j'en reviens à ce qu'il dit, à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est globalement, aujourd'hui, on a beaucoup de données, on a beaucoup d'informations. On parle de big data RH. Nous sommes un groupe qui avons beaucoup de données RH. Maintenant, c'est comment on les traite, comment on arrive à en s'en servir et comment on arrive, puisque maintenant elles sont que de plus en plus fiables. Et c'est là où cette fiabilité-là, tous ceux qui sont nés du numérique sont beaucoup plus fiables, parce qu'eux sont structurés, ont des sources de données qui sont suffisantes pour pouvoir être traités, pour pouvoir donner des indicateurs pertinents. Les autres, les entreprises traditionnelles, ont des indicateurs divers et variés qui ne permettent pas forcément la fiabilité dont on aurait besoin pour être capable de donner un retour sur investissement suffisamment logique. Et donc du coup, dans un DRH, aujourd'hui, on est en train de dire que globalement, il intègre une fonction aussi un peu financière, parce qu'il doit intégrer quelque part, à la fois dans sa vision, son premier sujet, c'est d'aligner la stratégie business à la stratégie RH, mais pour l'aligner, évidemment, il y a une notion économique qui déjà est interférente. Et ça, il faut déjà être capable de la comprendre. Et donc ça veut dire que déjà dans la fonction d'un RH, qui ne lui était pas forcément demandé jusqu'alors, pas du moins demandé évidemment, parce que tout le monde doit avoir, entre guillemets, dans ses compétences, un bagage pour pouvoir évoquer ces sujets-là, mais sauf que là maintenant, ça devient vraiment une présentation claire et nette de là où il tend, de son propre business case quasiment, par rapport à l'ensemble de la population, qui elle est sur tous les sujets de l'entreprise.
Donc ça veut dire que pour pouvoir intégrer ça, il faut pouvoir en effet faire évoluer déjà la fonction du DRH. On voit 2/3 des DRH du CAC 40 ont évolué sur les 3-4 dernières années. Donc il y a eu des changements de fonction, parce qu'ils étaient trop DRH peut-être. Ils ont été remplacés par quoi? Par des directeurs d'opération, par les directions du business. Est-ce qu'eux ne sont pas trop business et pas suffisamment RH? Et je rejoins ce que vous disiez, Carole, globalement tout à l'heure. Aujourd'hui, il va falloir passer un curseur un petit peu au milieu de tout, même si ce n'était pas que sur ce sujet-là. Il y a un modèle hybride qui est en train d'être créé. C'est-à-dire qu'à la fois entre la fonction RH et les fonctions qui sont autour de la fonction RH dans cette évolution, et notamment par l'opportunité du digital, il faut arriver à intégrer cet élément-là. Et aujourd'hui, je pense que là, il y a un vrai combat, parce qu'aujourd'hui, en effet, un COMEX n'entend pas encore suffisamment et ne sait pas encore calculer. Il sait dire, je me sépare d'une population, j'en recrute une nouvelle pour aller vers un nouveau business, pour aller vers un nouveau modèle. Il ne sait pas dire que s'il choisit d'entraîner ses troupes sur son nouveau modèle, de quelle manière il va pouvoir, entre guillemets, recalculer, fiabiliser que ce choix-là sera beaucoup plus rentable que d'avoir fait l'autre. Et ça, pour moi, dans la fonction RH, ça devient inhérent. C'est-à-dire que c'est une obligation. On ne peut pas aller sans, et ça veut dire que si on ne sait pas le faire aujourd'hui, évidemment, ça devient très complexe. Maintenant, évidemment, tout l'écosystème dans lequel baigne un DRH aujourd'hui devient de plus en plus complexe, puisque ça c'est proche d'un calcul d'actuaire, hein, entre la vision à prendre. De l'autre côté, je ne dis pas ça parce qu'il y a que ça en face de moi, mais de l'autre côté, entre la vision, l'écosystème autour, les populations, les compétences, plus tous les sujets afférents, je veux dire à la fin, pour arriver à avoir une dynamique à peu près claire et à peu près ordonnée, avec un pilotage à peu près assuré de là où on va et là où on tend, avec une population et des choses mouvantes qui d'une année à l'autre peuvent changer, ça devient quand même un petit peu compliqué. Donc même quand on a fait beaucoup de maths, au bout d'un moment, avec des algorithmes, on peut déjà commencer à se permettre, et c'est ce que le big data va permettre, de traiter beaucoup d'informations qui vont donner certainement des suffisances et des choses qu'on aura besoin de moins regarder ou de mieux comprendre et donc de juste piloter. Maintenant, de l'autre côté, il faut arriver maintenant à sortir la phase d'analyse de ces éléments-là qui vont permettre de suivre ces modèles et ces nouveaux business models. Et surtout, toujours dans le fait que ça s'accélère et le fait que ça se répète. Une évolution d'aujourd'hui, c'est déjà une évolution de demain. Et donc là, on voit que déjà, quand on est en train de se dire, enfin, je reprends, si je peux me permettre, je prends le modèle d'AXA, mais pour tous les autres, je pense que pour tous les autres business, c'est valable. Quand vous parliez tout à l'heure justement de données qui arrivent via des modèles embarqués, via des outils qui vont être l'Apple Watch peut-être, qui vont être peut-être les Google Glass, qui vont donner des éléments de santé, des éléments de logistique, des éléments de là où vous êtes, de géolocalisation, etc., de comment vous vous comportez, que ce soit dans votre voiture, à pied ou autrement, je veux dire globalement, ça veut dire que est-ce que des gens comme ça sont capables de vous faire, de manière disruptive, un nouveau business model qui va peut-être aller à l'encontre d'un acteur traditionnel du sujet. Globalement, on ne peut répondre que oui. Et ne pas aller dans cette adaptabilité-là, ne pas créer les bons accords, ne pas subir, ne pas intégrer ça directement, automatiquement, ça veut dire que si on ne sait pas le présenter à un COMEX aujourd'hui pour dire attention, si on ne va pas vers là, voilà ce que ça ne rapportera pas et voilà ce que ça pourrait rapporter. Ça, je reviens à cette notion de retour sur investissement qui est fortement impactante dans ces sujets-là et qui n'est pas suffisamment encore entendue, mais qui reste complexe à calculer, je l'entends. Et selon vous, Carole Couvert, comment un DRH, donc les DRH et la fonction RH aujourd'hui, peut aligner les compétences sur la stratégie de l'entreprise, justement en ayant un pilotage global et pertinent? Mais à ce moment-là, par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, je pense que le ou la DRH a un vrai rôle d'anticipation. Et ça devient l'homme ou la femme clé dans le COMEX, à partir du moment où le chef d'entreprise est clair sur la vision. Là où il a envie d'emmener l'entreprise dans 3 ans, dans 5 ans, le rôle du DRH est de regarder comment les métiers vont évoluer dans l'entreprise. Et avec la digitalisation, de regarder comment on peut organiser soit des mobilités fonctionnelles, soit des mobilités internes, soit des passerelles, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les salariés ne vont pas faire carrière toute leur vie dans la même entreprise. Et au-delà de ça, nous sommes persuadés à la CFE-CGC que nous n'allons pas connaître des carrières linéaires. Nous sommes persuadés qu'à l'avenir, il va falloir accompagner les talents. Les salariés seront, sur certaines périodes, salariés d'un grand groupe, puis peut-être salariés d'une TPE, puis peut-être créateur ou repreneur d'une entreprise. Et l'ambition d'un syndicat comme la CFE-CGC, c'est d'accompagner ces changements de passerelle. Et là, je crois que la DRH a un rôle clé. Là aussi, il va falloir que l'on apprenne à peut-être partager des salariés entre entreprises non concurrentes, à organiser les mobilités sur un bassin d'emploi, parce qu'on sait très bien que dorénavant, dans les couples, peu importe la configuration du couple, mais les deux travaillent. Donc imaginez des mobilités à 300 km, c'est pas possible. Et donc là, on a toute une sphère d'opportunités qui est énorme. En revanche, le travers, c'est qu'il faut accompagner, expliquer, faire de la pédagogie, parce que tout changement est anxiogène.
Et c'est là où je reviens sur la nécessité du partage de l'information en temps réel. À chaque fois qu'il y a rétention d'informations, tous les signaux sont au rouge. Et il faut vraiment que ce soit le chef d'entreprise ou le DRH, il y ait cette logique de partage de l'information. Les salariés sont en capacité, comme les représentants du personnel, d'entendre des choses difficiles et de faire des propositions. Nous sommes dans la même barque, entreprise et salariés, pour aller de l'avant. Si l'entreprise ne va pas bien, les salariés n'iront pas bien. Et donc le défi pour la CFE-CGC, c'est de dire comment, au travers de la digitalisation, avons-nous de nouvelles opportunités? Comment le ou la DRH finalement devient, excusez-moi, un renifleur de tendance? Comment on anticipe les mutations et du coup comment nous, partenaires sociaux, pouvons non seulement les accompagner, les valoriser, mais vraiment être acteurs du changement. Je crois que c'est le défi des années qui viennent. Et dernière chose, quand je disais, je pense qu'on n'est pas au bout de tout ce que l'on peut faire avec la digitalisation. On a parlé du télétravail, on a parlé de tout ce qui est possible aujourd'hui en termes de visioconférence, on a parlé de plateformes collaboratives, participatives. Mais demain, rien n'interdit que des salariés puissent devenir, au travers d'outils collaboratifs, intra-entrepreneurs, infra-entrepreneurs, et donc qu'on développe l'esprit d'entreprendre. Ça donne une capacité, une agilité à l'entreprise qui est sans limite. Encore faut-il avoir confiance. Et là, je reviens sur la notion de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE dont on parle souvent. Pour nous, à CFE-CGC, on l'avait rebaptisée, et ça revient sur ce que vous avez dit, en redonner du sens ensemble. Et je crois que le digital, si pendant une période, il a isolé, il a créé de l'individualisme, aujourd'hui, c'est une très belle opportunité pour recréer du collectif. Les salariés ont besoin de sens, ont besoin de perspective, et le digital peut aussi y répondre. On ne pourra pas empêcher les peurs et les crispations parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de chômage. Le digital frappe de plein fouet certains métiers. On voit bien qu'il y a de véritables révolutions dans les métiers de la banque, dans les métiers de l'assurance. Donc comment faire comprendre à des salariés, la digitalisation est bien pour vous, on va trouver de nouveaux modèles. Ce qu'ils voient, c'est demain, ils n'ont plus de travail. Et voilà, comment aussi organiser tout ça? Je crois que déjà le message, c'est pas la digitalisation fait que vous n'avez plus de travail. La digitalisation fait que demain, vous avez un travail qui peut être différent, un travail qui peut être plus enrichissant. Et je crois que c'est une notion sur laquelle on n'est pas encore allé suffisamment, c'est qu'on voit actuellement les jeunes qui arrivent sur le marché du travail vont de plus en plus vers le champ de l'économie sociale et solidaire. Or, dans ces secteurs, les salaires sont 20% inférieurs à la moyenne. Pourquoi y vont-ils? Parce qu'ils retrouvent la capacité d'innover, de proposer, d'avoir des responsabilités et de l'autonomie. Et le digital permet ça dans toutes les entreprises. Donc encore une fois, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du digital et qu'il faut vraiment ouvrir le champ du possible pour libérer les potentiels. Oui, non, moi je souscris tout à fait à ce que vous dites. C'est-à-dire que l'enjeu est aujourd'hui de bien comprendre quels vont être les différents métiers qui vont être demain et donc du coup de préparer effectivement les collaborateurs à ces nouveaux métiers. J'aime bien le parallèle qui est fait avec cette jeune génération qui arrive et qui cherche des inspirations nouvelles. C'est-à-dire que des entreprises, quelles qu'elles soient, hein, pas nécessairement même du métier, du secteur de l'assurance et de la banque, travaillent toujours sur ces enjeux d'engagement des collaborateurs et de chercher à savoir finalement qu'est-ce qui peut les motiver, qu'est-ce qui peut épanouir les collaborateurs au sein de ces entreprises. Je pense qu'on est en train d'arriver à proposer finalement des carrières avec des multiples activités. J'aime bien aussi cette logique d'entrepreneuriat, intrapreneuriat plutôt, hein, c'est-à-dire dans l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire qui finalement est une sorte d'espace de créativité dans lequel je vais pouvoir mettre à disposition de l'entreprise mes compétences et des savoir-faire, voire des inspirations qui peuvent m'épanouir et qui peuvent être gagnant-gagnant, c'est-à-dire aussi développer l'entreprise. Le rôle de la RH est de créer les conditions pour que ceci soit possible. C'est-à-dire que ça sous-entend de faire en sorte qu'en interne, on aligne justement cette anticipation des nouveaux métiers et qu'on prépare les salariés et les collaborateurs qui souhaitent évoluer vers des métiers différents. J'aime bien la logique de passerelle en interne où l'entreprise aujourd'hui, je pense que ça fait déjà des années qu'on entend ce mot, n'est plus conçu comme arrêté aux limites de ses propres murs et de ses propres frontières, mais vit aujourd'hui dans un écosystème et de plus en plus ouverte, des nécessités finalement de créer des passerelles et de permettre justement ces logiques d'épanouissement des collaborateurs là où ils vont pouvoir avoir du sens. Et c'est ça aussi qui va leur permettre
d'attirer des talents, d'engager des talents dans des dynamiques nouvelles, parce que les carrières d'emploi ne sont plus linéaires, ni même dans une même entreprise, ni encore moins dans une même fonction. Vous ne commencez pas au marketing et finissez au marketing toute votre carrière. Aujourd'hui, vous évoluez dans de multiples activités, et c'est ça qui est intéressant. Et ce n'est pas le digital en soi qui crée ça, hein, c'est l'environnement et l'économie et la société qui le créent en fait. On voit de plus en plus d'entreprises s'organiser autour d'écosystèmes de valeurs, ça génère plus d'agilité aussi, de réactivité. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat en entreprise, on voit bien que c'est figé. Ça ne correspond pas à notre culture en France. Donc au bout d'un moment, il y a des limites qui sont là. Et comment le DRH, comment les managers, parce qu'on voit aussi qu'il y a vraiment de réels problèmes au niveau du management en France. Est-ce qu'il faut supprimer le management? Les managements intermédiaires? La réponse est non tout de suite. Non. Que faut-il faire pour pouvoir faire sauter un petit peu les cloisons et se dire maintenant allez-y, risquez, vous avez le droit à l'erreur, nous voulons que vous entrepreniez dans l'entreprise, que vous proposez vos idées, ça sera partagé mais vous serez reconnu pour ça. C'est un peu la logique en fait finalement, encore une fois, j'ai terminé en disant que ce n'était pas le digital mais la société qui faisait évoluer les choses. Je pense qu'on est dans une société dans laquelle le digital a amené à semer une petite graine qui est en train effectivement de faire comprendre beaucoup de choses et qui d'une manière plutôt économique fait que les rythmes évoluent beaucoup plus rapidement. Donc il y a une nécessité quand les rythmes évoluent beaucoup plus rapidement vous avez employé le mot agile, d'être donc beaucoup plus agile, c'est-à-dire beaucoup plus, il faut être capable d'anticiper mais il faut être capable aussi d'être beaucoup plus réactif. Il faut donc créer en fait et développer chez tous les salariés des compétences qui sont plus des compétences relationnelles, d'attitude, de compréhension finalement des différents modèles et de permettre effectivement aussi une ouverture à l'extérieur. Alors l'ouverture à l'extérieur, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui, alors il y a beaucoup de grandes entreprises, enfin beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui ont créé leur pépinière de start-up ou leur incubateur de start-up, donc qui permettent aussi de faire du passage de l'entreprise à ces environnements-là. Et d'une manière individuelle, pour chaque collaborateur. Alors, je ne parlerai peut-être pas de prise de risque, je pense que c'est personnellement l'utilisation de la prise d'initiative. Hein, et quand on parle de prise d'initiative, on parle de dire qu'il y a une règle et qu'il y a l'esprit de la règle, qui sont deux choses à peu près différentes. Et pour permettre en fait le développement de ces compétences-là, si on regarde ce qu'on a fait chez AXA, on a créé en fait des compétences, enfin on a développé des compétences qui sont des compétences de relation client, ce qui est pour nous la chose la plus importante. Et pour favoriser finalement le développement de ces compétences-là, on a créé ce qu'on appelait un serious game, hein, donc un jeu dans lequel en fait chacun des collaborateurs a pu se mettre en situation de relation client d'une manière continue. C'est-à-dire on a fait un jeu qui était 5 minutes pendant 5 semaines, donc 5 minutes par jour pendant 5 semaines. Vous étiez face à un client, et donc c'était une mise en situation qui vous permettait, donc des mises en situation différentes, avec des scénarios différents chaque semaine, des contextes d'environnement 5 semaines. Ça reprenait un peu les règles de la série télévisée, hein, où chaque saison, vous avez un univers un peu différent. Ben là, c'était la même chose. Et ça permettait justement effectivement de créer en fait un consensus autour de certaines valeurs et de certaines compétences qui étaient justement la prise d'initiative, faire remarquer à certains collaborateurs que même quand justement ils prenaient des initiatives par rapport à la règle et dans cet esprit de la règle, eh bien, ça pouvait permettre de créer de la valeur pour le client et donc pour l'entreprise aussi. Et toutes ces démarches-là a été fortement même suivies par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et a permis de créer une sorte de culture de l'innovation en relation avec la relation client. Sébastien, pour créer une culture de l'innovation, que faut-il faire ? Déjà, au moins, partager l'ambition toujours, on revient à l'ambition, et je reviendrai juste un peu avant sur la fonction RH. Dans la fonction RH, justement, avant d'en arriver à l'innovation, ce qu'on est en train de se dire, si on va vers des modèles, évidemment, où on va avoir différentes passerelles qui arrivent à différents métiers et qui permettent d'aller sur une employabilité, certes, plus certaine, c'est bien l'enjeu, mais de l'autre côté, maintenant, il y a le sujet de la reconnaissance. Par le sujet de la reconnaissance, c'est de se retrouver, sinon on peut rentrer dans une zone dite de précarité, c'est-à-dire qu'on peut aller sur
multimétier et au bout d'un moment d'être reconnu de pas grand-chose. Ce qui permet de pas d'évoluer dans une entreprise telle qu'on est en train de se le dire. Et l'évolution le digital aujourd'hui permet quand même des feedbacks de l'ensemble des collaborateurs, une espèce de 360 sur lequel tout le monde peut donner un avis sur vous. C'est un peu la logique d'ailleurs de toutes les entreprises numériques globalement, c'est de pouvoir scorer quasiment le client que vous avez vu, le consommateur que vous avez vu et les gens que vous avez vus, voir l'écosystème dans lequel vous avez été. Aujourd'hui, le candidat va être lui aussi comme ça. La compétence va être valorisée selon un scoring. Elle peut venir de part et d'autre. Et aujourd'hui, c'est d'avoir le modèle évidemment RH qui permet de reconnaître ça. Parce que ça veut dire qu'à la fin, on est multi-emploi. Pendant un certain temps de carrière, on peut avoir fait plusieurs fonctions. On peut peut-être avoir fait du marketing, puis finalement du RH, puis finalement finir en finance. J'imagine des passerelles. Aujourd'hui, quand on travaille sur des cartographies de compétences, on descend à des niveaux. On travaille d'abord sur les métiers, on travaille sur les compétences, et après, on travaille sur les collaborateurs. On travaille d'abord sur les compétences pour savoir jusqu'où on peut amener et jusqu'où on peut associer des métiers d'aujourd'hui à des métiers potentiellement demain évolutifs ou des nouveaux métiers. Et c'est là où on fait le lien et c'est là où on se retrouve pour pouvoir permettre de rendre opérationnelles les choses. Tant qu'on n'est pas descendu à ce cran-là, on ne sait pas. Et après, on peut voir les collaborateurs un par un pour se dire, maintenant, par rapport à ce qu'on a imaginé pour vous de manière presque théorique, mais quand même qui est normalement suffisante pour les adresser, c'est d'évaluer le collaborateur. Et évaluer le collaborateur dans le monde dans lequel on est en train de dire, évidemment, il va être évalué par différents partenaires autour de lui, donc un vrai 360, pas le 360 au sens quasiment légal du terme en entreprise, un vrai 360 de feedback venant de différents réseaux sociaux, donc vous êtes finalement quasiment scoré sur du multi-job, multifonction. Et après, bien sûr, avoir la reconnaissance associée de ce multi-job, multifonction pendant une certaine durée, qui permet de toute façon, normalement, d'évoluer. Évidemment, si on veut aller vers de l'innovation et être reconnu pour, il faut avoir tenté sa chance, il faut avoir le droit à l'erreur, il faut avoir été accepté, il ne faut pas se dire qu'à chaque fois qu'on a fait un an sur un sujet, on n'a fait que des choses assez chronophages qui n'ont jamais permis finalement d'arriver à ce moment-là. Et là, j'en reviens à la notion de confiance, parce qu'il y a un temps. Et ça, en venant du métier, entre guillemets, Manpower Group, vous savez que le métier socle de Manpower Group, c'est l'intérim. L'intérim, derrière, cette flexibilité, elle doit se gérer si on ne veut pas tomber dans le pendant d'une sorte de précarité. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que ça soit reconnu. Et toutes les passerelles métiers qu'on travaille à l'heure actuelle, tous les sujets d'employabilité qu'on traite, sont évidemment d'avoir une reconnaissance multi-employeur, multifonction. Ce qui empêche d'avancer, on regarde, j'ai travaillé dans un secteur du tourisme il y a peu, c'est des contrats qui sont très courts. C'est une forme de passerelle, vous passez d'un employeur à un autre, c'est 3 jours ici, 5 jours là, 4 jours là, 3 jours là, 5 mois là, 1 mois là. Il n'y a pas de durée finalement moyenne, exacte. Il y a un écart type de durée qui est assez spectaculaire. Il y a des employeurs qui ne reconnaissent pas le fait que vous avez fait différentes fonctions parce que vous n'avez jamais été chez le même. Pourtant, pour autant, vous avez été pendant X années dans le même secteur. Pourquoi ça n'est pas reconnu à un moment donné ? Quand on le va dans la logique des passerelles, enfin ce que tu étais en train de dire, sur laquelle moi aussi j'appuie et je me bats, parce que c'est vers ça qu'il faut tendre, si on veut de la stabilité, avant même de passer à l'innovation, pour que les gens puissent entre guillemets, avoir cette culture de l'innovation, c'est comme certaines études américaines montrent, il faut avoir 4 mètres de hauteur de plafond, il faut avoir de l'oxygène, il faut avoir des choses, il faut être stable. Pour arriver à être pérenne, il faut une stabilité. Et une stabilité n'accepte pas du up and down constamment de population qui serait changeante. Ça veut dire qu'il faut assurer qu'il y ait une reconnaissance de ces changements, que donc c'est normal que tout le monde ait évolué et changé. On peut être relativement horizontale ou parfois verticale, ça doit s'expliquer en fonction RH, et ça c'est quelque chose que les entreprises n'ont pas aujourd'hui dans leurs mains. Enfin, on l'a pas chez nous, on l'a pas chez les autres, on le voit pas. Les entreprises, des grandes entreprises, quelles qu'elles soient, SRD 120, CAC 40, on voit qu'on a tout un tas de batteries, mais qui ne permettent pas de rentrer encore dans ce modèle-là. On regarde, la moitié des DRH reconnaissent que l'annuel appraisal, l'annuel interview ne correspond pas, ne permet pas de passer à l'étape prochaine. Ça donne une information de qualité, mais pas suffisante pour aller. Et on se rend compte qu'en plus, derrière, 1 sur 2 pense sur cette moyenne-là que, globalement, la rémunération associée à ce que la personne a réellement fait, ses compétences, puisqu'elles sont toutes évolutives et personne ne les comprend forcément, on est en train de parler d'un changement et d'une révolution. Et c'est là où, évidemment, la fonction RH doit associer, parce que là, on rentre aussi dans un process RH important, qui est l'évaluation, la reconnaissance, et donc, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, la reconnaissance, c'est ce qui fait aussi la valeur de l'entreprise, c'est ce qui doit permettre la valeur ajoutée, et ce qui doit permettre, du coup, l'innovation. Parce que si on est reconnu, et si on a suffisamment de temps, espace, raisonner, ça veut dire qu'il faut avoir 10-15%, 20% de son temps pour pouvoir innover. Il faut avoir le droit à l'erreur, bien sûr, mais il faut pouvoir avoir le temps de le faire. Il ne faut pas se dire j'innove en pensant à un modèle dans ma tête la nuit en rentrant. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir le temps de se reposer, et il faut avoir le temps d'innover. Ça veut dire intégrer de la culture d'innovation, ça veut dire intégrer dans les incentives, intégrer dans le process RH, dans la reconnaissance RH, quelque part, l'innovation. Et aujourd'hui, quand on parle d'innovation dans une entreprise, c'est très compliqué parce que votre innovation, elle a des effets à moyen terme. Elle a rarement un effet à très court terme. Même si certains labs, parce
que tu mentionnais, je pense, tout à l'heure, permettent d'avoir des ROI finalement opérationnels à environ 1 an, 18 mois. Donc c'est ça la complexité. Et peut-être ce qu'il faut juger, c'est pas forcément ce que la personne a fait, mais c'est le travail qu'elle a fait en collaboration, en coopération dans une équipe. On en revient au mode collaboratif, évidemment, donc on en revient sur des sujets de relationnel forts, parce que là, évidemment, ça veut dire comment arriver à travailler ensemble avec qui que ce soit, parce qu'on change, globalement, on change de groupe. On va appeler ça des groupes sociaux, on va appeler ça des groupes de travail, on appelle ça comme on veut, mais c'est des groupes. Et on arrive toujours à donner de la valeur ajoutée. C'est ça qu'on doit reconnaître. Et ça veut dire que c'est de la compétence qu'on reconnaît. C'est plus la fonction, c'est plus le métier, c'est de la compétence pure. Donc en fait, est-ce qu'on ne s'acheminerait pas carrément vers un passeport des compétences, Carole Couvert, finalement, aussi avec la réforme de la formation professionnelle, avec le compte personnel de formation, avec cette logique d'entrée compétences, avec finalement, est-ce qu'il n'y a pas une logique justement de passeport compétences qui est en train de se mettre en place et une entrée compétences dans l'entreprise pour favoriser la flexibilité, la mobilité et des compétences qui pourraient être exportables à l'étranger également aussi, pourquoi pas? C'est une vraie opportunité. En revanche, ça veut dire travailler sur un certain nombre de stéréotypes qui ont la vie dure en France. Le premier, il faut sortir de la culture du diplôme initial. Et elle est quand même, cette culture, encore très présente dans un certain nombre de grands groupes. Le diplôme initial, c'est une photo à l'instant T. Ça ne présume pas de ce que vous allez acquérir tout au long de votre parcours. Second cliché contre lequel il faut se battre, c'est la culture du présentéisme. On a encore cette tradition en France. Et le digital, c'est l'occasion vraiment de raisonner sur le résultat, peu importe la manière ou le chemin qui a été employé par les collaborateurs pour y arriver. Troisième sujet, ça veut dire aussi accepter d'avoir des parcours atypiques. Ça se passe très bien dans d'autres pays. En France, c'est pas encore très bien perçu. On sait que les profils atypiques, si on compose des équipes mixtes au sens formation initiale, elles vont peut-être mettre plus de temps à se mettre en marche, puisqu'il va falloir qu'elles se découvrent, qu'elles apprennent à se connaître, mais on sait très bien que le résultat sera plus robuste et que les solutions dureront. Et quatrième sujet, il faut aussi accepter d'avoir du coup dans son équipe des personnes qui vont être peut-être plus talentueux, plus compétents, et ne pas revendiquer en tant que manager le rôle du sachant. Voilà, mais accepter cette émergence de nouveaux talents et aller soi-même du coup vers d'autres fonctions. Et puis il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est le côté pervers de la digitalisation. La digitalisation a fait aussi augmenter la notion d'incivilité. Le digital libère la parole, mais pas toujours au sens noble du terme. On a vu arriver vis-à-vis de services clients au travers du digital, on a pu découvrir la richesse de la langue française sur les petits noms d'oiseaux. Je vais le faire politiquement correct. Je crois qu'on doit aussi, là, chacune et chacun avoir un rôle là-dessus. Derrière les machines, quand on est devant son écran, c'est très confortable à la maison. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et il y a des femmes. Et donc, qu'on prenne aussi l'habitude de temps en temps, chacune et chacun, d'envoyer des messages positifs, pas uniquement des choses négatives. Et là, je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer tous. Et puis, dernière chose par rapport à ce que vous disiez, je pense que le digital permet effectivement de repenser la notion de DRH, peut-être d'arriver sur une notion de direction des richesses humaines et de franchir une nouvelle étape. Mais c'est aussi l'occasion, le digital, d'avoir un dialogue social beaucoup plus performant, d'arriver sur la notion de levier de performance, levier de compétitivité, notamment avec un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est la base de données unique. On en a fait un espèce d'épouvantail aujourd'hui. À la base, ça a été imaginé comment? Ça a été imaginé pour faire gagner du temps au DRH, ça a été imaginé pour faire gagner du temps aux organisations syndicales, en disant ayons un lieu simple de partage de l'information dans lequel on peut aller piocher au gré des besoins, sans venir déranger tous les 4 matins les DRH, et donc apprenons à être autonomes, apprenons à lire, à décoder les informations pour arriver en réunion avec des propositions. C'est ça la base. Et donc c'est pour ça, je pense qu'aussi, il faut vraiment qu'on apprenne à se parler, parce que de très bonnes idées, finalement, on voit arriver les pires choses et des phénomènes de rejet que l'on a du mal encore à comprendre aujourd'hui. Donc, digital, oui, mais n'oublions pas de remettre l'humain au cœur des préoccupations, n'oublions pas de se parler, n'oublions pas de communiquer face à face, parce que souvent, on pense digital et du coup, on oublie tout ce champ du possible. Le digital est une belle opportunité s'il est vraiment accompagné de toutes les façons possibles. Formation, échange direct, voilà, il faut rien
rien s'interdire. Je rajouterais ce que vous disiez juste avant. Dans la transformation digitale, c'est évidemment de l'évolution de compétences, c'est évidemment de l'ingénierie sociale, parce que évidemment ça se passe, pour que tout se passe bien, il faut qu'il y ait une cohésion sociale, donc il y a forcément une ingénierie sociale derrière à mettre en œuvre. Il y a évidemment tous les autres aspects de la fonction RH, qui sont les évaluations et autres, qui sont à revoir, à repenser par rapport à ce qu'on est en train de demander, ce que les nouveaux modèles vont signifier. Et je veux dire, on a deux types d'entreprises en plus. On a des entreprises traditionnelles qui vont vers le digital, et il y a celles qui sont nées du digital, du numérique, et qui ont déjà une vocation. Est-ce qu'il faut leur ressembler? Pas forcément, parce qu'il y a un modèle hybride d'un côté et il y a un modèle 100% pur de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra leur ressembler. Donc essayer de leur ressembler, c'est très compliqué. Essayer de les rattraper, c'est même inimaginable quasiment. Ça veut dire qu'évidemment, ça se passe dans un certain temps, où il y a tout un tas d'éléments certainement et de best practice à prendre. Parce qu'il y a des choses, Google a été récompensé, son DRH a été récompensé, je crois que c'est l'année dernière, comme meilleur DRH monde, comme étant celui qui avait les meilleures idées innovantes, qui a mis le côté le plus ludique, justement, avec un côté gamification, etc., au sein de l'entreprise, avec des côtés très relationnels, avec des espaces pour les collaborateurs, on va dire, qui se tournent plus vers le loisir quasiment que le lieu de travail. Et globalement, à la fin, on se rend compte que est-ce qu'on doit tous ressembler à ça? Je ne dirais pas forcément, en tous les cas on doit s'en inspirer, parce que s'il y a des choses à prendre évidemment, dans les entreprises traditionnelles doivent évidemment intégrer tout ce qu'on vient de dire sur la fonction RH. Je pense que partager plein d'éléments, mais une transformation digitale c'est aussi une transformation RH. Une transformation RH, c'est pas qu'un sujet, c'en est plusieurs. Et ces plusieurs-là, les deux fondamentaux sont l'anticiper d'abord et piloter. C'est les choses où la difficulté en France, que moi j'ai pu rencontrer par rapport à d'autres pays où j'ai pu aller regarder, c'est vraiment la notion de pilotage, de s'assurer que toutes ces fonctions-là sont coordonnées au même instant. Parce que là, on est en train de parler de plusieurs choses, et c'est ce qu'on a partagé globalement, et on est en train de se dire qu'il faut avoir le même regard sur le sujet. C'est-à-dire qu'il faut avoir la même vision au même moment, qu'on ne peut pas se permettre de faire évoluer des compétences sans faire évoluer le système d'évaluation et de reconnaissance de l'entreprise, qu'on ne peut pas se dire tiens, l'ingénierie sociale, on la fera après ou plus tard. Et tout ça s'embarque de la même façon. Et ça s'embarque au même moment quasiment. Et ça s'embarque de manière pérenne. C'est pour ça que ça devient un process. Et c'est ça où là, ça devient très compliqué, parce que ça devient très compliqué. Évidemment, c'est faisable, pas plus compliqué qu'un algorithme, certainement, mais c'est juste que, globalement, il faut juste savoir intégrer cet ensemble. Et c'est cet ensemble-là qui, normalement, doit répondre à ces enjeux-là. Maintenant, il y en aura d'autres, et certainement de nouveaux qui vont apparaître. Et le digital, on n'est qu'au début de l'histoire, parce que le big data va arriver avec encore de nouveaux horizons, et va donner encore le data scientist que vous citiez tout à l'heure. Enfin, globalement, ces nouvelles fonctions, entre guillemets, qui sont même plus nouvelles, qui sont juste pénuriques, on va dire, parce qu'elles sont encore trop nouvelles. Mais globalement, c'est ces fonctions-là qui vont certainement donner des éléments un peu plus pertinents aujourd'hui sur tous les sujets, sur tous les métiers. À la fin, c'est ce qui va surtout permettre d'être partagé. J'en reviens sur la notion de partage. Parce qu'une fois qu'on aura ça, c'est de le partager au maximum au niveau de l'employé, de l'employeur, partenaires sociaux toujours, pour pouvoir donner une dynamique du secteur, de l'industrie où on est, une dynamique de son emploi, une dynamique de son futur. Et ça, pour moi, c'est vraiment ces trois piliers qui font que ça entraîne la mécanique constamment. Alors pour conclure, j'aimerais vous poser une question à tous les trois. Selon vous, pourquoi les DRH doivent s'emparer de tous ces sujets maintenant ? Parce que c'est peut-être déjà trop tard. Aujourd'hui, ce que je perçois, enfin personnellement, ce que j'ai pu voir et ce que notre groupe a pu percevoir, on adresse beaucoup de DRH, on en voit très souvent. Globalement, c'est que déjà, on a le problème de la prise de conscience qu'on a partagé, qui devient maintenant un peu plus réalisé que pas réalisé. Parce que je pense qu'on est plus déjà après qu'avant, mais il y a encore un an et demi, c'était encore juste. Je me rendais compte, l'étude de Capgemini qui est sortie sur la transformation justement digitale au mois de septembre mentionnait que les managers France étaient à un tiers, alors là je ne parle pas de la fonction RH, un tiers avait pris conscience de l'impact du digital sur leur entreprise par rapport à 2 tiers en Europe. Donc en plus, on a une espèce de résistance locale qui est un peu plus forte et qui dit que globalement c'est certainement pour les autres mais pas forcément pour nous. Alors que globalement, on est en train de parler, derrière tout ça, il y a quelque chose qui s'appelle globalisation, où les impacts viennent tout de suite chez nous. Et donc je pense que dans la fonction RH aujourd'hui, évidemment, il y a toute cette évolution à prendre en compte, il y a cette première prise de conscience, il y a peut-être un manque de préparation à l'heure actuelle, du fait que tout le monde commence à regarder, mais maintenant il faut savoir par où le prendre, et c'est ça qui est très compliqué. Et c'est là où j'en reviens sur mon analogie avec un calcul d'actuaire, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a tellement de variables à l'heure actuelle, pour un DRH, que c'était peut-être pas sa fonction de départ, que c'était peut-être pas ses compétences de départ, mais c'est ce que par contre il a l'obligation de regarder. Et c'est là où il y a peut-être un écart, il y a peut-être un gap entre ce que vraiment il peut faire ou ce qu'il pourrait faire. C'est peut-être pas trop tard pour moi. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le niveau
J'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le sujet de la société et effectivement, pour changer un peu de fournisseur d'études, il y a beaucoup d'études qui sortent et les dernières qui sont sorties, je crois que c'est Roland Berger, qui montrait qu'effectivement les sociétés françaises, entreprises françaises, les grandes entreprises françaises sont comparées à leurs homologues dans les autres pays assez en retard en termes d'investissement sur la transformation digitale et pour autant on a une société française, donc les individus de la France, les Français, qui consomment et utilisent d'une manière assez importante, voire plus importante que d'autres pays en Europe, en particulier ces outils du web et ces outils digitaux. Pour autant, on s'aperçoit qu'en fait, et c'est ce que vous disiez, de plus en plus, en particulier les Français, sont du multicanal et adorent finalement à la fois consommer sur le web, mais aussi consommer en physique. Et je pense d'après les tendances des consommation de Noël, hein, vu la date à laquelle on est, sont de plus en plus finalement les traditionnels acheteurs du web en e-commerce vont de plus en plus finalement à nouveau dans les magasins. Donc ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on arrive de plus en plus à avoir une approche qui est multicanal. Donc on a une société française qui est aussi en train de changer et je pense que beaucoup, et si je regarde le secteur de l'assurance en particulier, les entreprises de l'assurance en France sont, en termes d'une manière globale, sont en retard si on pourrait les comparer si on les comparait juste à une photo par rapport à d'autres entreprises dans le même secteur, mais dans d'autres pays, hein, je pense en Angleterre en particulier. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, les modes de consommation sont différents. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans des modes de consommation de l'assurance en France où on va encore dans des agences, où on va encore voir son agent d'assurance. Comme dans une banque, on va encore beaucoup plus en France dans une agence bancaire que dans d'autres pays. Et donc, l'importance pour les entreprises, et donc pour la fonction RH, c'est ce que vous disiez, c'est d'anticiper. Donc on n'est pas en retard, mais on est dans une logique où en fait aujourd'hui on a une nécessité d'anticiper les évolutions que l'entreprise va devoir subir en fonction de cette transformation de leur industrie et donc en fonction de la transformation digitale qu'elle va développer pour pouvoir et déployer pour pouvoir être en avance sur son industrie ou avancer au minimum au rythme de son industrie. Hein, ça c'est nécessaire pour l'entreprise. Là où par contre j'insisterai beaucoup, c'est sur à l'inverse l'importance que la RH a aujourd'hui de s'intéresser à sa propre fonction. Et ça, pour le coup, là, je vous rejoindrai probablement dans votre discours, c'est-à-dire que je pense qu'il est temps que la fonction RH regarde aussi ses différentes activités et ses différentes fonctions et les différentes compétences dont elle va avoir besoin demain. Avec les compétences, comme elle va regarder les compétences des autres métiers, il faut qu'elle regarde les compétences de sa propre fonction et de se dire c'est quoi les compétences dont j'ai besoin demain. Si on dit ce que vous disiez, qu'on a de plus en plus des Big Data RH, ça sous-entend qu'elle va devenir beaucoup plus analytique que ce qu'elle est aujourd'hui. Une fonction RH aujourd'hui, c'est souvent une fonction dont les compétences maîtresses sont des compétences relationnelles. Ça ne veut pas dire que demain, en fait, ces compétences relationnelles vont être amenées à disparaître, mais pour autant, il va falloir qu'elle intègre beaucoup plus probablement d'analytique, beaucoup plus de compétences marketing, comme vous disiez, c'est-à-dire de communication, de savoir mettre en avant des choses, d'influence. On parle beaucoup dans les réseaux, quand on parle de réseau, on parle beaucoup d'influence. Et c'est des logiques pour lesquelles aujourd'hui, certaines fonctions RH ne sont pas nécessairement à niveau et il y a un besoin de réfléchir justement sur qu'est-ce que ce monde-là va changer pour nous RH et qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place pour nous RH aujourd'hui. Donc c'est important qu'elles s'y mettent aujourd'hui, à la fois pour anticiper l'évolution de son entreprise et préparer les collaborateurs de l'entreprise et les salariés de l'entreprise et à la fois pour se préparer elle-même. Pour être performante. Pour être performante. Alors Carole Couvert. Mais là aussi, j'aurais tendance à être optimiste. Je pense que beaucoup de DRH sont prêts à franchir le pas. En revanche, pour qu'ils puissent le faire, il faut aussi sortir de cette logique financière à court terme. Il y en a encore trop d'entreprises qui vont raisonner à court terme et uniquement sur l'aspect financier. Ça, c'est pas leur faute. Justement, c'est pour ça. C'est dire ça, mais c'est le travers contre lequel nous devons lutter pour que justement les DRH puissent à la fois intégrer le digital et être dans une logique moyen et long terme, et vraiment de richesse humaine. Ça, c'est le premier travers. Ça implique dans la gouvernance. Tout à fait. Le second, c'est qu'on a aussi des groupes multinationaux qui ont une vision internationale et qui transforment aussi la fonction même du DRH, qui fait qu'aujourd'hui, dans certains cas, le DRH n'a plus ses marges de manœuvre. Le DRH ne connaît même pas parfois
la vision internationale du groupe, mais se retrouvent dans une posture d'exécutant, ce qui n'est absolument pas satisfaisant de notre point de vue. Donc c'est le deuxième travers sur lequel il faut lutter. Et le troisième, je pense qu'on a une période qui est extrêmement intéressante. On a l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, qui vient de renouveler son équipe, qui a envie d'aller de l'avant. Donc je pense que le champ du possible est ouvert. Je pense que les femmes et les hommes qui aujourd'hui sont DRH ont cette fonction à cœur, ont envie de la faire évoluer, ont vraiment envie de redonner toutes ces lettres de noblesse à la gestion des ressources humaines. Et donc il y a une belle période qui s'ouvre. En revanche, encore une fois, toutes les entreprises n'ont pas accès à des DRH. On a parlé beaucoup de grands groupes, mais il y a le nombre de TPE et de PME qui composent quand même 95% du tissu français, qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui d'avoir accès au DRH. Et le digital peut être une première réponse. Et c'est là où c'est vraiment extrêmement important d'en parler, de ne pas en avoir peur, de revenir sur les notions de confiance, de redonner du sens, de droit à l'erreur, de reconnaissance de ceux qui proposent au travers du digital. Et là, encore une fois, je pense que les entreprises qui vont s'emparer de ce sujet vont être les entreprises qui vont sortir plus rapidement, plus facilement de la crise que l'on connaît aujourd'hui. Et la culture de l'innovation. Je pense qu'il y a la culture de l'innovation qui finalement s'intègre dans la fonction RH directement, qui doit sortir aussi de là, pour pouvoir sortir et pour pouvoir juste, ne serait-ce que subodorer et savoir ce que ça veut dire de sortir de l'enjeu actuel et du passé, entre guillemets, de cette façon dont on traitait les choses. L'innovation, enfin, c'est une bouffée d'oxygène. Donc normalement, cette bouffée d'oxygène, et l'innovation sociale. Parce quand je dis innovation, je dis innovation RH. Innovation technologique. Oui, pardon, mais je parlais d'innovation RH au c'est sens vraiment important. Tout intégré pour moi. L'innovation RH, ça intègre tout. Merci beaucoup pour tous ces échanges passionnants et très instructifs. Merci.